Antoine, un petit garçon de 8 ans doté d'un sens aigu de la justice, avait toujours cru qu'il fallait protéger ceux qu'il aimait, coûte que coûte. Un jour, lors de ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de la vie de son père, Antoine prend une décision qui change tout. Alors qu'il voit son père sur le point d'épouser Émilie, une femme cachant de sombres secrets, Antoine s'avance et révèle une vérité choquante à laquelle personne ne s'attendait. Son acte courageux interrompt le mariage, mais ce qui suit stupéfie tout le monde. Pourquoi la confession d'Antoine a-t-elle eu des conséquences aussi dramatiques? Et comment le courage du petit garçon a-t-il permis de révéler la vérité sur la fiancée de son père? Quelles répercussions tout cela a-t-il eu sur leur vie? Restez avec nous pour le découvrir. Et avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Si cette histoire de courage et d'honnêteté vous touche, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux de la petite chapelle, projetant une lueur chaleureuse sur les invités. L'air était empli de chuchotements excités, tandis que les amis et la famille discutaient à voix basse, jetant des regards curieux vers la porte. À l'hôtel, David Martin se tenait droit dans son smoking noir impeccable, un sourire nerveux flottant sur ses lèvres, alors qu'il attendait sa fiancée. « Tu es superbe, papa », murmura Antoine, serrant un petit coussin dans ses mains. Les boucles brunes du garçon étaient soigneusement coiffées et son costume miniature était parfaitement assorti à celui de David. Tandis que David rayonnait de joie, une ombre d'inquiétude assombrissait les yeux marrons d'Antoine. David baissa les yeux vers son fils et lui fit un clin d'œil encourageant. « Merci, fiston, » dit-il en souriant. « Tu es le meilleur porteur d'alliance qu'un père puisse désirer. » Il ébouriffa affectueusement les cheveux d'Antoine, ignorant l'angoisse qui tourmentait le garçon. Aux premières notes de la marche nuptiale, l'assemblée se leva, tous les regards tournés vers les portes de la chapelle. Tous, sauf Antoine. Le garçon continuait d'observer son père, ses petites mains serrant si fort le coussin des alliances que ses jointures blanchissaient. Les portes s'ouvrirent, révélant Émilie dans toute sa splendeur nuptiale. Dans sa robe de dentelle blanche et de soie, elle semblait flotter vers l'autel, ses cheveux blonds dorés tombant en douces vagues sur ses épaules, ses yeux bleus brillant d'émotion. Dès qu'elle arriva, le visage de David s'illumina d'une adoration pure. « Tu es magnifique », murmura-t-il, lorsqu'Émilie se plaça à ses côtés. Elle sourit, répondant d'une voix à peine audible. « J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. » L'officiant commença la cérémonie, ses paroles s'écoulant sur les invités comme une vague rituelle. Pour Antoine, cependant, chaque instant semblait une éternité. Il se tenait là, agité, son regard allant de son père à Émilie. De l'extérieur, cela pouvait passer pour de la simple nervosité, mais le garçon ressentait en réalité une profonde et pressante inquiétude. Debout là, les pensées d'Antoine retournèrent aux souvenirs des derniers mois. Il se rappela le jour où David lui avait présenté Émilie pour la première fois. C'était un après-midi d'automne frais. David venait de ramener Antoine de l'école, son visage rayonnant d'une joie excitée. « Il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup que tu rencontres », avait-il dit, presque sautillant sur son siège pendant le trajet du retour. Antoine se souvenait encore de l'étrange nœud qui s'était formé dans son estomac, un mélange de curiosité et de peur. Depuis la mort de sa mère 2 ans auparavant, il n'était plus que lui et son père. L'arrivée d'une nouvelle personne dans leur vie était pleine d'incertitude et d'appréhension. Quand ils arrivèrent à la maison, Émilie était assise sur le porche, ses cheveux blonds éclatants, captant la lumière du soleil couchant. Elle les accueillit avec un sourire, et Antoine ne put s'empêcher de remarquer l'éclat de bonheur dans les yeux de son père en la voyant. « Antoine, voici Émilie, » dit David d'une voix fière. « Elle est devenue très importante pour moi, et j'espère qu'elle le deviendra aussi pour toi. » Émilie s'accroupit à la hauteur d'Antoine, une lueur malicieuse dans ses yeux bleus. « Ton père m'a tellement parlé de toi, » murmura-t-elle. À cet instant, Antoine espérait encore que ce ne serait pas si terrible. Mais au fil des semaines, cet espoir commença lentement à s'estomper. Antoine remarqua à quel point Émilie se comportait différemment lorsque David n'était pas là. Les sourires chaleureux disparaissaient et remplacés par des regards froids et des expressions tendues et rigides.
Antoine se souvenait particulièrement d'un soir où David travaillait tard et où Émilie devait le garder. Au dîner, Antoine tenta d'engager la conversation. « Madame Émilie, est-ce que vous aimez l'espace? À l'école, on apprend le système solaire. » Mais avant qu'il ait pu finir, Émilie l'interrompit. « Antoine, je suis occupé maintenant. Mange en silence, s'il te plaît. » Antoine tressaillit et tripota sa nourriture dans son assiette, mal à l'aise. Le silence glacial pesait lourdement sur lui. En revanche, lorsque David était à la maison, la situation était tout autre. Émilie se montrait alors intéressée et attentive, écoutant les récits d'Antoine sur l'école et riant même parfois aux blagues du petit garçon. Mais Antoine remarquait à quel point cette gentillesse était artificielle et il sentait la tension qui se cachait derrière le sourire. David, pendant ce temps, marchait sur un nuage de bonheur, comme s'il ne remarquait rien d'autre. « N'est-elle pas merveilleuse, Émilie ?» disait souvent David, les yeux pétillants d'une joie insouciante. « Nous avons tellement de chance qu'elle fasse partie de notre vie. N'est-ce pas, fiston? » Antoine hochait alors la tête et esquissait un sourire forcé, ne voulant pas gâcher le bonheur de son père. Mais à l'intérieur, il se sentait de plus en plus seul et confus. Au fil des mois, la vraie nature d'Émilie se révéla davantage. Quand David n'était pas là, la femme adressait à Antoine des remarques de plus en plus acerbes. « Oh, Antoine !» soupira-t-elle une fois, après avoir vu les restes du projet scolaire du garçon. « Quel désordre! Je ne comprends tout simplement pas comment ton père peut te supporter. » Une autre fois, quand Antoine lui montra fièrement le résultat d'un devoir réussi, elle se contenta de dire par « C'est bien, mais on peut toujours mieux faire. » Chacune de ces remarques minait progressivement la confiance d'Antoine, et le garçon se replia lentement sur lui-même. Il passait plus de temps dans sa chambre et évitait les activités familiales communes. David, pris dans la fièvre des préparatifs du mariage, ne remarqua rien du drame qui se jouait en coulisses. 3 mois avant le mariage, un incident se produisit, qu'Antoine ne parvint pas à chasser de son esprit. David était parti faire des courses, laissant Antoine et Émilie seuls à la maison. Antoine était assis dans le salon, regardant des dessins animés et sirotant un jus de fruits, quand Émilie entra. « Éteins ça, c'est trop fort », lui lança-t-elle sèchement, en désignant la télévision. Antoine chercha la télécommande en panique, mais dans sa précipitation, il renversa accidentellement le jus de fruits sur la table basse et le tapis. « Désolé !» s'écria-t-il, se levant d'un bond pour aller chercher du papier absorbant. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Émilie était déjà à côté de lui et lui attrapa le bras. « Regarde ce que tu as fait !» siffla-t-elle, les traits déformés par la colère. « Tu n'es qu'un gamin maladroit et incapable. » Antoine, luttant contre les larmes, supplia. « Je suis désolé, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vais nettoyer tout de suite. » Le regard d'Émilie se durcit encore. « J'espère bien, » grogna-t-elle, « et si tu en dis un mot à ton père, tu le regretteras amèrement. » Dès que la femme relâcha Antoine, le garçon commença à éponger la tache d'une main tremblante, les larmes aux yeux. Ce soir-là, quand David rentra, Émilie l'accueillit avec un baiser et des mots doux, comme si tout allait bien. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. Antoine les regarda depuis l'escalier, frottant discrètement son bras là où Émilie l'avait saisi. Il avait l'impression de n'avoir jamais été aussi seul. Et le pire, c'est que personne ne voyait ce qui se passait dans les coulisses. À l'approche du jour du mariage, Antoine sentait de plus en plus le poids du secret qu'il portait. Il aurait voulu enfin parler à David, lui dire qui était vraiment Émilie. Mais la peur le paralysait. Et si David ne le croyait pas, ou si cela mettait Émilie encore plus en colère contre lui? Un soir, environ 1 mois avant le mariage, Antoine rassembla finalement tout son courage. David travaillait dans son bureau quand Antoine frappa timidement à la porte. « Entre, mon garçon !» lança David en souriant. « À quoi penses-tu » Antoine hésita un instant, puis, tortillant le bas de son T-shirt, il se lança. « Papa, je voudrais te dire quelque chose à propos d'Émilie. » David mit ses papiers de côté et regarda attentivement son fils. « Bien sûr, vas-y. » Antoine prit une profonde inspiration, puis lâcha. « Je ne crois pas qu'elle m'aime bien. J'ai l'impression qu'elle est toujours en colère contre moi quand tu n'es pas là. » Le front de David se plissa. « De quoi parles-tu, Antoine? »
Émilie t'adore. Non, papa, elle ne m'adore pas, insista Antoine, laissant échapper peu à peu tout ce qu'il avait sur le cœur. Elle se comporte différemment quand tu n'es pas là. Elle m'ignore et parfois, elle dit des choses vraiment blessantes. « Hé, ralentis un peu !» l'interrompit David, passant nerveusement la main dans ses cheveux. « Je sais que c'est un grand changement pour nous deux, mais tu dois essayer de sympathiser avec elle. »« Mais papa, » recommença Antoine, mais David secoua la tête. « Il n'y a pas de mais, mon garçon. Émilie va être ta belle-mère et je veux que tu lui donnes une chance. Elle essaie aussi, comme nous tous. » Les épaules d'Antoine s'affaissèrent et il sut qu'il était inutile d'insister. « Compris, » marmonna-t-il. Puis il sortit de la pièce, le regard baissé. « Hé, fiston !» l'appela David d'une voix plus douce. « Je t'aime très fort. Tout ira bien, tu verras. » En refermant la porte derrière lui, Antoine se sentit complètement abattu. La personne la plus importante de sa vie, son père, n'avait manifestement aucune idée de ce qui se passait. C'était comme s'il ne voulait même pas entendre que quelque chose n'allait pas avec Émilie. À partir de ce jour, Antoine n'essaya plus d'en parler à David. Il se replia de plus en plus sur lui-même et son silence pouvait passer aux yeux de David pour de la timidité ou une phase passagère. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage battaient leur plein. Des dégustations de gâteaux aux invitations, chaque instant monopolisait l'attention de David, qui vivait ses journées dans un état de bonheur flottant. Il ne se doutait pas à quel point son fils souffrait. Émilie, remarquant le silence d'Antoine et la confiance aveugle de David, continua sa comédie de gentillesse avec encore plus d'assurance. Parfois même, elle semblait prendre plaisir à pouvoir s'en tirer avec tout ce qu'elle faisait subir aux garçons. Un après-midi, Antoine surprit par hasard une conversation entre Émilie et son amie, Sarah. « Comment supportes-tu ce gamin ?» demanda Sarah en riant. « Moi, je ne me chargerai certainement pas de m'occuper du gosse d'un autre. » Antoine se figea dans le couloir, osant à peine respirer. « Oh, je supporte !» répondit Émilie d'une voix mielleuse. « Après tout, Antoine fait partie du lot. Il faut prendre le mauvais avec le bon. » Sarah éclata de rire. « Moi, je l'aurais envoyé en pension depuis longtemps. » Antoine n'osa pas en écouter davantage. Il retourna dans sa chambre, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Les expressions « partie du lot » et « le mauvais » résonnaient dans sa tête, et il ne pouvait se défaire du sentiment oppressant qu'aux yeux d'Émilie, il n'était qu'un fardeau. À mesure que le jour du mariage approchait, Antoine sentait qu'il avait de moins en moins sa place dans cette nouvelle famille. David et Émilie tissaient leur propre plan, comme s'il n'avait pas son mot à dire dans leur vie. Le garçon se sentait de plus en plus comme un fantôme dans sa propre maison. Les jours précédant le mariage, Antoine était tourmenté par des crises d'angoisse. Une nuit, il se tournait et se retournait dans son lit, l'horloge numérique affichant 23h42. En soupirant, il se leva pour boire un verre d'eau. En passant devant le salon dans le couloir, une conversation basse et furieuse parvint à ses oreilles. C'était la voix d'Émilie. « Marc, écoute-moi » sifflait-elle dans le téléphone. Antoine jeta un coup d'œil prudent au coin du mur et vit Émilie faire les 100 pas, passant nerveusement sa main libre dans ses cheveux blonds. « On ne peut pas se précipiter, tout doit être parfait » dit-elle avec irritation. « Le mariage est dans 2 semaines. Après ça, on passera à la deuxième phase. » Oui, la police d'assurance. David ne se doute de rien. Le cœur d'Antoine se mit à battre la chamade en entendant ce mot. Assurance. « Écoute, Marc, tout se déroule comme prévu, » continua Émilie à voix basse. « Dès qu'on aura l'argent, on se tire, et on n'aura plus jamais besoin de monter des coups pareils. C'est notre grande chance. » L'estomac d'Antoine se noua tandis qu'il essayait de comprendre ce qu'il entendait. Soudain, il remarqua aussi à quel point le regard d'Émilie brillait d'une lueur menaçante. « Ce gamin, Antoine, il pourrait poser problème. Il est bien trop observateur, » dit Émilie, ses lèvres se tordant en une grimace amère. « Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe, » ajouta-t-elle sèchement. « David est de toute façon à mes pieds. Il ne croirait rien de sa précieuse fiancée. » Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine. Il savait qu'Émilie le détestait, mais qu'elle prépare une escroquerie d'une telle ampleur contre David dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. « Tiens-toi prêt, Marc, » conclut Émilie.
2 semaines après le mariage, on passe à l'action. David ne verra rien venir. Antoine retourna presque en courant dans sa chambre, craignant qu'Émilie n'entende les battements de son cœur. Il sauta dans son lit et se cacha sous la couverture, essayant de se calmer. Ses pensées, cependant, tourbillonnaient sauvagement. Émilie préparait peut-être une fraude à l'assurance et David était la cible. Et lui, Antoine, sentait qu'il devait sauver son père, à tout prix. Mais comment révéler la vérité si David faisait aveuglément confiance à Émilie et ne l'avait déjà pas cru une fois? Cette nuit-là, le sommeil fuit Antoine, torturé par ses propres pensées et son sentiment d'impuissance. Le lendemain matin, mal réveillé, il se traîna jusqu'à la cuisine, où David et Émilie prenaient leur petit déjeuner dans une scène des plus idylliques. « Bonjour, mon garçon !» le salua David en lui ébouriffant les cheveux. « Tu as l'air fatigué, tu as fait un mauvais rêve ?» Antoine hocha la tête, évitant le regard d'Émilie. En réalité, il pensait à la manière de sauver son père du piège imminent. La voix mielleuse d'Émilie coupa l'air d'un ton tranchant. « Oh, mon pauvre petit, tu es sûrement juste nerveux à cause du mariage, n'est-ce pas, Antoine? » Le garçon leva les yeux et croisa un instant le regard d'Émilie. Quelque chose de froid et de calculateur brilla derrière le sourire de la femme, faisant parcourir un frisson dans le dos d'Antoine. « Oui, » mentit-il, en lui adressant un sourire forcé. « Je suis nerveux. » Les jours suivants, Antoine observa Émilie avec la vigilance d'un faucon. Depuis qu'il savait que quelque chose n'allait pas chez elle, de plus en plus de détails lui sautaient aux yeux, des détails qu'il n'aurait peut-être même pas remarqués auparavant. Émilie était constamment sur son téléphone et dès que David entrait dans la pièce, elle verrouillait immédiatement l'écran et affichait un sourire charmant. « Je règle juste des détails avec l'organisatrice, chérie, » disait-elle, ou « Oh, un petit drame avec les demoiselles d'honneur. » Mais Antoine savait mieux. Il la voyait parfois inondée de messages, le contact enregistré sous le nom de Mark. Les excuses d'Émilie devinrent également de plus en plus fréquentes. Elle disparaissait souvent de la maison pendant des heures avec des explications peu convaincantes. « Je vais juste finaliser quelques détails pour le mariage », roucoulait-elle en déposant un baiser sur la joue de David, ou « Je retrouve les filles pour un dernier essayage de robe. » Mais David, aveuglé par l'amour et le stress de son travail, ne questionnait pas Émilie. Antoine, lui, enregistrait chacun de ses mouvements et un après-midi, alors que la voiture d'Émilie arrivait dans l'allée, il sut qu'il devait agir. « Je vais grignoter quelque chose, papa, » dit-il en essuyant le chiffon huileux sur ses mains, et il se précipita dans la maison pendant que David était occupé à réparer la tondeuse. Antoine monta doucement à l'étage, d'où filtrait la voix étouffée d'Émilie. Elle était dans la chambre d'amis, la chambre qui, selon leur plan, devait devenir leur chambre conjugale après le mariage. « Il ne reste plus beaucoup de temps, Mark, » entendit-il Émilie dire. « Juste quelques jours, essaie de te contenir. L'assurance est en béton. Dès qu'on sera marié, tout sera facile. Un accident tragique, une veuve éplorée, et on aura touché le jackpot. Tiens-toi juste au plan. » Le sang d'Antoine se glaça. L'expression « accident tragique » était claire. Il prévoyait quelque chose contre David, peut-être pire encore. C'est alors qu'il s'appuya imprudemment contre la porte, qui bougea avec un léger grincement. La pièce devint silencieuse, puis il entendit aussitôt Émilie mettre fin à la conversation. « Je dois y aller, je t'appelle plus tard. » Hey, Antoine se réfugia dans la salle de bain, claquant la porte derrière lui avant qu'Émilie ne sorte de la chambre d'amis. Le cœur du garçon battait violemment tandis qu'il s'appuyait contre le mur, essayant de rassembler ses pensées. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Émilie et Mark préparaient de quelque chose de bien pire, peut-être l'assassinat de David. Antoine réalisa qu'il n'avait plus beaucoup de temps et que personne ne le croirait s'il portait une accusation aussi grave. Les jours suivants, Antoine mit toute son énergie à essayer de découvrir le plan complet. Un soir, en entrant dans le bureau, il surprit Émilie en train de refermer précipitamment l'ordinateur portable de David. La femme tressaillit et fixa le garçon d'un air coupable. « Oh, Antoine, tu m'as fait peur, » dit-elle d'une voix faussement joyeuse. Je vérifiais juste quelques réponses aux invitations de mariage. Antoine ne la croyait plus du tout.
et tandis qu'Émilie sortait de la pièce en hâte, il s'assit devant l'ordinateur. Le portable était verrouillé, mais Antoine savait que David utilisait sa date de naissance comme mot de passe. Une fois connecté, il vit que l'historique de navigation avait été effacé, mais une seule fenêtre était restée ouverte. Le site web d'une compagnie d'assurance bien connue. L'estomac du garçon se serra. Cela devait être l'affaire d'assurance dont Émilie parlait sans cesse. Le lendemain, Antoine eut enfin l'occasion de fouiner seul dans la maison. David s'était précipité au travail pour une réunion imprévue et Émilie avait de nouveau disparu pour quelques dernières retouches. D'une main tremblante, Antoine ouvrit le fin ordinateur portable argenté d'Émilie qui était protégé par un mot de passe. Il essaya la date de naissance de la femme, puis la date prévue du mariage, mais sans succès. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il aperçut un post-it jaune qui dépassait à moitié dessous l'ordinateur. Peut-être l'avait-elle laissé là par accident, pensa Antoine, en tapant la combinaison de chiffres et de lettres qui y figuraient. L'ordinateur se déverrouilla immédiatement. Antoine resta figé en parcourant les dossiers d'Émilie. D'innombrables fichiers suspects attirèrent son regard, tels que emploi du temps de David et données d'assurance. En cliquant sur un PDF nommé « Assurance », un jargon juridique et des mots effrayants apparurent. Mort accidentelle, double indemnisation, versement de 2 millions d'euros. Antoine cliqua plus loin, terrifié, jusqu'à trouver un dossier nommé « Marc », rempli de photos d'un homme qu'il ne connaissait pas, grand, aux cheveux noirs, avec une cicatrice visible au-dessus du sourcil gauche. Parfois, il était seul, parfois avec Émilie, dans une attitude visiblement assez intime. L'estomac d'Antoine se retourna. Non seulement Émilie voulait escroquer David, mais elle voulait le tuer. Et en plus, elle le trompait. Soudain, il entendit une voiture s'arrêter dans l'allée. Émilie était de retour. En panique, Antoine ferma les fichiers, éteignit l'ordinateur portable et le remit exactement à sa place. Il eut à peine le temps de finir qu'Émilie entra dans la maison. « Antoine » appela-t-elle, se dirigeant immédiatement vers le bureau. « Je suis là » répondit le garçon, essayant de garder son calme. « Je faisais juste mes devoirs. » Émilie le dévisagea d'un air suspicieux. « Tu n'étudies pas d'habitude dans ta chambre ?» Antoine se contenta de hausser les épaules. « C'est plus calme ici. » La femme le scruta longuement, puis esquissa un sourire forcé. « Ne te surmène pas trop. Le dîner est bientôt prêt. » Et toi, Cette nuit-là, Antoine fut incapable de dormir. Les pensées tournaient en boucle dans sa tête. Le plan d'Émilie et Marc, l'assurance, la vie de David en danger, et le fait que lui, un enfant, devait d'une manière ou d'une autre empêcher tout ce cauchemar. David le croirait-il? Après tout, Émilie l'avait déjà fait passer pour un petit garçon capricieux et jaloux. Le mariage étant prévu dans quelques jours, Antoine sentait le temps lui filer entre les doigts. Mais sa décision était prise. Il devait empêcher le mariage, à tout prix. Le grand jour, lorsque l'officiant commença la cérémonie, Antoine ne prêta attention à rien d'autre qu'à la peur grandissante dans sa poitrine. Chaque mot devenait un bruit de fond assourdissant, tandis qu'il se demandait sans cesse « Et si j'arrive trop tard pour la démasquer ?» La voix du prêtre résonnait dans la chapelle. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ce mariage ne devrait pas avoir lieu, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La phrase traditionnelle flottait dans l'air. C'était le moment. Antoine était presque paralysé par la peur. Et s'il se trompait? Et si personne ne le croyait? Mais alors que le prêtre s'apprêtait à continuer, il devint clair pour Antoine qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Attendez !» jaillit de sa bouche avant qu'il ne puisse se retenir. « Arrêtez le mariage !» Des halètements stupéfaits parcoururent l'assistance, tout le monde regardant le petit garçon tremblant qui se tenait là avec le coussin des alliances. David se tourna vers lui, le visage plein d'incompréhension. « Antoine, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? » Le garçon lutta contre les larmes en regardant David, puis Émilie qui le fixait, pâle comme la mort. « Papa, tu ne peux pas l'épouser. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » David s'agenouilla, posant doucement sa main sur l'épaule d'Antoine. « De quoi parles-tu, mon garçon? Tu vas bien? » Antoine secoua la tête avec détermination. « Non, papa, tu ne comprends pas. Émilie te trompe. Elle prépare quelque chose d'horrible. »
Des murmures s'élevèrent des bancs. Le rire forcé d'Émilie résonna froidement. « Oh, chérie, je comprends que ce soit un grand changement pour toi et que tu aies peur d'une nouvelle maman. Mais là, c'est exagéré. » La colère monta en Antoine face à cette façon de le traiter. « Non, ce n'est pas ça. Je t'ai entendu parler au téléphone avec Marc. Je sais pour l'assurance et que tu veux faire du mal à papa. » Un silence de mort envahit la chapelle. Le visage de David devint livide, ses yeux remplis de stupeur. « Antoine, c'est une accusation très grave. Es-tu sûr de ce que tu as entendu? » Antoine hocha la tête avec détermination, des larmes brillant dans ses yeux. « Je ne mentirai pas sur ça, papa. Émilie me traite mal depuis des mois, mais seulement quand tu n'es pas là. Mais maintenant, elle prépare bien pire. J'ai vu la police d'assurance sur son ordinateur et j'ai vu les photos d'elle avec Marc. Elle ne fait pas que te tromper, elle veut te tuer. » La foule s'agita. Émilie tenta de sauver la situation par un rire forcé. « David, mon amour, tu ne penses quand même pas sérieusement que tu vas croire à cette histoire? » David se leva, fixant Émilie. « Émilie, y a-t-il la moindre vérité dans ce qu'Antoine a dit? » Le visage de la femme se tendit, son regard cherchant frénétiquement une issue. On voyait que les mots lui manquaient. La voix de David trembla. « Dis-moi dans les yeux que tout cela n'est pas vrai. » Émilie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. David vit qu'il n'y avait rien derrière les apparences et dit doucement « Je crois que ce mariage est terminé. » Les invités sursautèrent, certains se précipitant vers la sortie, d'autres se rapprochant pour mieux voir et entendre. Émilie regarda autour d'elle comme une bête traquée, puis en un clin d'œil, toute sa comédie s'effondra. « Comment oses-tu » lança-t-elle à Antoine, furieuse, montrant son vrai visage, jusqu'alors inconnu de beaucoup. Un soupir de stupeur parcourut l'assistance. David observa la femme qu'il s'apprêtait à épouser avec une peur glaciale. « Émilie, » dit-il d'une voix rauque, « qu'as-tu fait? » La femme réalisa qu'elle était allée trop loin et rit nerveusement. « Allons, David, toute cette tension et ces accusations. Je me suis juste emporté. » Mais la prise de conscience était déjà apparue dans les yeux de David, et la colère mêlée de déception assombrit son visage. Il ne croyait plus un seul mot d'Émilie. Il regarda Antoine comme il ne l'avait jamais fait, avec un mélange de gratitude et de culpabilité. « Mon garçon, raconte-moi tout depuis le début, s'il te plaît. » Et Antoine, sous le regard stupéfait des invités, déballa tout. Les remarques cruelles, les menaces murmurées à la dérobée, les appels téléphoniques secrets, la police d'assurance et les photos où Émilie apparaissait aux côtés de Marc. À chaque mot, le masque d'Émilie se fissurait davantage. David, bien qu'effondré par la révélation, puisa du courage dans la détermination de son fils et dit simplement « Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. » La chapelle bourdonnait des chuchotements et de la stupeur des gens, tandis qu'Émilie perdait définitivement son charme artificiel. La cérémonie était terminée, mais Antoine savait qu'au moins, la vie de David était sauvée. Émilie poussa un grognement de dépit, puis tourna les talons et sortit en trombe entre les rangées de bancs, sa robe blanche flottant derrière elle comme un nuage fantomatique. En chemin, elle bouscula quelques invités médusés, se dirigeant droit vers la porte de l'église. « Arrêtez-la » cria quelqu'un. Mais Émilie fut rapide. Elle franchit les portes et sortit dans la lumière aveuglante du soleil, laissant derrière elle une scène de chaos total. Le tumulte éclata dans l'église tandis qu'Émilie s'enfuyait, sa robe blanche flottant derrière elle comme un fantôme. David, encore abasourdi par la révélation choquante, réagit rapidement. D'une main tremblante, il sortit son téléphone et composa le 17. « Allô, s'il vous plaît, je voudrais signaler un crime, » dit-il d'une voix tremblante. « Ma fiancée, elle voulait me tuer pour l'argent de l'assurance. Elle vient de s'enfuir de notre mariage. S'il vous plaît, retrouvez-la. » Pendant que David décrivait l'apparence d'Émilie et sa direction de fuite à l'opérateur, Antoine se tenait immobile, l'estomac noué par le poids des événements qui venaient de se produire. Un étrange mélange de soulagement et d'angoisse tourbillonnait en lui. Il avait sauvé son père, mais à quel prix? Les invités, qui attendaient solennellement le début de la cérémonie quelques instants auparavant, spéculaient maintenant dans un murmure stupéfait sur ce qui avait pu se passer. Certains se précipitèrent en dehors dans l'espoir d'attraper la fiancée en fuite,
tandis que d'autres, regroupés en petits groupes, chuchotaient entre eux, à la fois choqués et curieux, jetant des regards vers David et Antoine. David termina l'appel puis se tourna vers son fils. Un tourbillon d'émotions se lisait sur son visage. Choc, inquiétude, culpabilité. Il s'agenouilla et posa les mains sur les épaules d'Antoine. « Antoine, commença-t-il d'une voix rauque, je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter plus tôt. J'aurais dû voir. » Antoine entoura le cou de son père de ses bras et enfouit son visage dans l'épaule de David. « Ce n'est pas grave, papa, » murmura-t-il d'une voix étouffée. « Je suis juste content que tu sois en sécurité. » David le serra fort contre lui, des larmes brillant dans ses yeux. Pendant un instant, le chaos autour d'eux disparut, comme s'ils n'étaient plus que tous les deux dans ce monde tumultueux. Ils ne reprirent leurs esprits qu'à l'arrivée de la police. 2 agents en uniforme entrèrent dans l'église, leur présence eut un effet immédiat, et le murmure des invités s'apaisa un instant. « Monsieur Martin ?» demanda l'un des policiers en s'approchant de David et Antoine. David se leva, gardant toujours la main sur l'épaule de son fils. « Oui, c'est moi. Commandant Dubois et mon collègue, le sergent Petit, » se présenta le policier. « Nous devons vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé. » Tandis que David racontait les événements, l'attention d'Antoine fut attirée par une agitation plus bruyante à l'entrée de l'église. Un homme grand, aux cheveux noirs, avec une cicatrice au-dessus du sourcil gauche, essayait de se frayer un chemin à l'intérieur, une expression de panique sur le visage. Le sang d'Antoine se glaça. Il reconnut immédiatement l'homme des photos qu'il avait vu sur l'ordinateur d'Émilie. C'était Marc. « Papa » murmura-t-il en tirant sur la veste de David. « Papa, c'est lui, c'est Marc. » David leva la tête et suivit le regard d'Antoine. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la reconnaissance, se rappelant tout ce qu'Antoine avait raconté sur cet étranger mystérieux. « Commandant, » dit rapidement David, « cet homme là-bas est aussi impliqué. Mon fils l'a entendu parler avec Émilie au téléphone. » Les policiers réagirent immédiatement. Le commandant Dubois resta avec David et Antoine pendant que le sergent Petit se dirigeait vers l'homme qui tentait déjà de reculer vers la sortie. « Monsieur, arrêtez-vous » lui cria le sergent Petit. Marc, après une seconde d'hésitation, comme un animal acculé, se retourna brusquement et commença à fuir. Le sergent Petit se lança à sa poursuite, demandant des renforts par radio. Les invités observèrent en silence l'agent en uniforme disparaître par la porte de l'église sur les traces de la silhouette à peine entrevue. « Monsieur Martin, » reprit alors le commandant Dubois d'une voix ferme mais rassurante, « je vous suggère, ainsi qu'à votre fils, de venir au poste pour faire une déposition complète. Nous aurons besoin de toutes les preuves dont vous disposez concernant cette affaire. » David hocha la tête, le regard vide et hébété. « Bien sûr, d'accord. Antoine, mon garçon, tu viens avec moi? » Antoine, le cœur tremblant mais courageux, hocha la tête. « Oui, papa, j'aiderai autant que je peux. » Alors qu'ils sortaient, Jean, le meilleur ami et témoin de David, s'approcha d'eux. « David, » dit-il en posant la main sur l'épaule de son ami, « que veux-tu que nous fassions ici? L'église est pleine. » David passa désespérément la main dans ses cheveux. « Je n'en ai aucune idée, Jean. Dis-leur de rentrer chez eux, excuse-moi en mon nom. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Jean hocha la tête avec compréhension. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Occupez-vous plutôt de vous maintenant. » En sortant de l'église accompagné du commandant Dubois, David et Antoine entendirent encore la voix calme et ferme de Jean, demandant aux invités de partir et de ne plus importuner David. Le trajet jusqu'au poste de police semblait les mener dans un autre monde. Assis à l'arrière, Antoine observait les rues familières qui lui paraissaient pourtant étrangères. Tout semblait pareil, et pourtant tout avait changé. David était assis à côté de lui, inhabituellement silencieux, le regard vide fixé sur la fenêtre. Au poste, on les conduisit dans une pièce sobre et simplement meublée, où le commandant Dubois les rassura en leur disant qu'il ne s'agissait pas d'un interrogatoire, mais qu'il souhaitait simplement leur parler tranquillement, sans être dérangés. Au cours des heures suivantes, David et Antoine se remémorèrent tout ce qu'ils avaient vécu avec Émilie. Antoine raconta les appels téléphoniques surpris à la dérobée, le comportement froid et blessant d'Émilie, qu'elle n'adoptait que lorsque David n'était pas là.
Il expliqua comment il avait trouvé les preuves sur son ordinateur concernant l'assurance et les photos communes. David, qui avait toujours l'air d'avoir été frappé par la foudre, compléta le récit de son fils avec ses propres expériences concernant Émilie, se rappelant quand elle avait commencé à se comporter étrangement. Au fur et à mesure de leur récit, de plus en plus de petites pièces du puzzle se mirent en place. Il s'avéra qu'Émilie avait suggéré à David d'augmenter son assurance vie peu après leur fiançailles, prétextant s'inquiéter pour l'avenir d'Antoine. La femme avait également insisté pour qu'ils essaient ensemble des passe-temps plus audacieux et dangereux, comme l'escalade, le parachutisme ou même la plongée avec les requins pendant leur lune de miel. « Je pensais juste qu'elle aimait l'aventure », dit David d'une voix amère. Antoine serra la main de son père, comme pour le soutenir. David esquissa un faible sourire, reconnaissant pour l'attention déterminée de son fils. Plus tard, d'autres détails furent révélés. Le sergent Petit avait réussi à arrêter Marc à quelques rues de l'église. L'homme, lors de son interrogatoire, avait craqué et raconté tout le plan qu'Émilie et lui avaient élaboré. Il s'avéra qu'Émilie n'était pas vraiment Émilie. Son vrai nom était Claire Bernard, et en tant qu'escroc professionnel, elle s'introduisait depuis longtemps dans l'entourage d'hommes riches pour leur soutirer de l'argent. Marc était son complice et son compagnon. Ils avaient construit ensemble ce réseau d'escroquerie qu'ils opéraient avec succès depuis des années. Les documents d'assurance trouvés par Antoine n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Émilie, ou plutôt Claire, avait méthodiquement isolé David de ses amis, de sa famille, et voulait petit à petit le convaincre de tout lui léguer. Selon le plan initial, David devait perdre la vie dans un accident pendant la lune de miel, permettant ainsi à la femme d'empocher le montant de l'assurance ainsi que la fortune de David, puis de disparaître dans l'espoir d'une nouvelle vie. En apprenant à quel point il avait été trompé, David s'effondra. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» murmura-t-il, comme pour lui-même. Le commandant Dubois, qui avait pris des notes en silence jusqu'alors, le regarda avec compassion. « Monsieur Martin, ne vous blâmez pas. Ces gens sont des professionnels. Ils savent exactement comment tromper les autres. L'important, c'est qu'ils n'aient pas réussi. Et c'est grâce à votre fils. » David regarda Antoine avec reconnaissance, un étrange mélange de fierté et de culpabilité dans les yeux. « Vous avez raison, » dit doucement David. « Antoine m'a sauvé la vie aujourd'hui. Si seulement je l'avais écouté plus tôt. » Antoine, rempli d'amour et de fierté, se rapprocha de son père. Le soir tombé, il n'y avait toujours pas de nouvelles d'Émilie. La police assura David et Antoine qu'ils travaillaient d'arrache-pied sur l'affaire, mais les avertit que Claire Bernard était expérimentée dans l'art de disparaître sans laisser de traces. « Nous avons émis un avis de recherche. Toutes les autorités nationales et étrangères ont été informées, » expliqua le commandant Dubois. « Nous surveillons les aéroports, les gares, les agences de location de voitures, mais elle a de l'avance et sait exactement comment effacer ses traces. » David hocha la tête, fatigué. « Je comprends. Merci pour tout ce que vous faites. » Au moment de partir, le commandant Dubois remit sa carte de visite à David et lui dit de l'appeler immédiatement si le moindre détail lui revenait à l'esprit, ou si Émilie, ou plutôt Claire, tentait de le contacter. David glissa la carte dans sa poche puis se tourna vers Antoine. « Prêt, mon garçon? » Antoine hocha la tête, complètement épuisé par les événements de la journée. Dans la voiture sur le chemin du retour, tous deux restèrent silencieux, le regard perdu devant eux, essayant de digérer les événements des dernières heures. En arrivant dans l'allée, David coupa le moteur mais ne sortit pas tout de suite. « Antoine, » commença-t-il doucement, se retournant sur son siège, « je te dois des excuses. » Le garçon le regarda, surpris. « Pourquoi? » David soupira profondément. « Parce que je ne t'ai pas écouté, parce que je n'ai pas vu comment Émilie te traitait. Je voulais juste être heureux et te rendre heureux aussi. » « Mais j'aurais dû remarquer qu'elle te rendait malheureux, » continua David, luttant contre les larmes. Antoine prit doucement la main de son père. « Je ne voulais pas gâcher ta joie, papa. J'ai vu à quel point tu étais enthousiaste. Je pensais que c'était moi le problème, » avoua-t-il à voix basse. Le cœur de David se serra de culpabilité et il attira Antoine contre lui dans la voiture. « Jamais, mon garçon, tu n'es jamais le problème. Tu es le plus beau cadeau de ma vie.
murmura-t-il d'une voix brisée. Ils restèrent ainsi de longues minutes, s'accrochant l'un à l'autre, tandis que les larmes lavaient lentement toutes les peurs des derniers mois. Finalement, David se redressa, essuya les larmes de ses yeux et sourit. « Que dirais-tu si on commandait plein de pizzas pour le dîner? Avec du fromage dans la croûte, demanda Antoine, un faible sourire aux lèvres. David rit doucement, se sentant déjà un peu plus léger. « Aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux, champion. » En entrant dans la maison, tous deux sentirent un lourd fardeau s'alléger sur leurs épaules. L'ombre d'Émilie, ou plutôt de Claire Bernard, planait encore, mais ils savaient qu'ensemble, ils pourraient affronter la menace. Pour l'instant, ils étaient en sécurité, chez eux, et le plus important, ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Les semaines suivantes, la vie de David et Antoine fut bouleversée alors qu'ils essayaient de digérer la trahison d'Émilie. Les interrogatoires de police, les procédures judiciaires et la presse curieuse étaient constamment présents dans leur quotidien. Bien que David fît tout son possible pour épargner le pire à Antoine, la réalité ne pouvait être cachée. Émilie avait disparu, comme si la terre l'avait avalée. La police et le commandant Dubois envoyaient des rapports réguliers, mais la femme restait introuvable. En revanche, Marc fut arrêté et, dans l'espoir d'un accord, finit par tout avouer sur l'ensemble du réseau d'escroquerie. Il s'avéra qu'Émilie, alias Claire Bernard, et Marc escroquaient des hommes riches depuis des années, mais n'étaient jamais allés jusqu'à tuer quelqu'un. Cette fois, cependant, à cause de l'argent de l'assurance, ils avaient tenté le coup et il s'en était fallu de peu que David n'en soit victime. Pour Antoine, l'arrestation de l'homme fut à la fois un soulagement et une nouvelle source d'angoisse. Il craignait constamment qu'Émilie ne revienne un jour pour se venger. David, voyant l'inquiétude de son fils, fit tout pour qu'il se sente en sécurité. Il fit installer un nouveau système d'alarme avec caméra et détecteur de mouvement. « On est une équipe, mon garçon », répétait-il en ébouriffant doucement les cheveux d'Antoine. « Ensemble, on peut tout affronter, n'est-ce pas? » Au fil des semaines, une partie de leur ancienne vie revint lentement. David se plongea dans le travail, en partie pour ne pas avoir à ressasser constamment les événements. Antoine se réfugia dans l'école et les devoirs, essayant de retrouver son calme antérieur. Un samedi matin, environ un mois après le mariage avorté, David et Antoine prenaient leur petit déjeuner quand on sonna à la porte. David sursauta nerveusement, mais fut soulagé en apercevant Jean à travers le judas. « Comment allez-vous, mes amis? » demanda Jean pendant que David l'invitait à entrer dans la cuisine. Antoine termina ses céréales, puis salua Jean d'un sourire timide, lui qui l'avait toujours traité d'égal à égal. Jean but une gorgée du café qu'on lui offrait et regarda David droit dans les yeux. « Je suis venu pour vous faire sortir un peu enfin. Que diriez-vous d'un petit camping le week-end prochain? » David regarda Antoine avec hésitation, puis de nouveau Jean. « Je ne sais pas, il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. »« C'est exactement pour ça que vous en avez besoin, » répondit Jean avec fermeté. « Quelques jours loin de la ville, sans téléphone, sans journalistes, sans avocat. » Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. « On pourrait aller pêcher aussi? » demanda-t-il, et David sentit soudain que c'était peut-être vraiment une bonne idée. Jean sourit. « Bien sûr, on attrapera assez de poissons pour nourrir une armée. » David regarda son fils et vit l'enthousiasme briller dans le regard d'Antoine. Il ne l'avait pas vu comme ça depuis si longtemps. Il sentit quelque chose se dénouer en lui, et peut-être était-ce exactement ce dont ils avaient besoin pour retrouver la paix. « D'accord, » dit-il finalement, faisant s'illuminer le visage d'Antoine. « Allons-y. » Tous les trois sentirent qu'un nouveau chapitre commençait, où il était à nouveau possible de croire en l'avenir. Car aussi difficile qu'ait été la période écoulée, David et Antoine savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. L'escapade en forêt fut exactement ce dont David et Antoine avaient besoin. Loin de tout ce qui leur rappelait la trahison d'Émilie, ils purent enfin se détendre pour la première fois depuis des mois. Ils passèrent leurs journées à randonner, pêcher et se raconter des histoires autour du feu de camp. Antoine apprit avec joie comment monter la tente et faire griller les guimauves à la perfection, tandis que David redécouvrait le bonheur libérateur que lui procurait le rire insouciant et les jeux de son fils.
Le dernier soir, alors que les braises ne rougeoyaient plus que faiblement, David attira Antoine contre lui. « Merci, champion, » dit-il doucement. Antoine leva vers lui un regard interrogateur. « Pourquoi, papa? » David sourit, ses yeux brillants à la lueur du feu vacillant. « Parce que tu es toi. Parce que tu as été courageux quand je ne voyais pas ce qui se passait autour de nous. Et parce que tu nous as sauvés. » Antoine se blottit encore plus près de lui, se sentant en sécurité et aimé. « On s'est sauvés l'un l'autre, papa, » répondit-il sagement. Le lendemain, sur le chemin du retour, tous deux se sentirent comme s'ils abordaient de la vie avec une force renouvelée. L'ombre d'Émilie flottait encore dans le passé, mais elle n'imprégnait plus toutes leurs pensées. Ensemble, ils avaient traversé la tempête et en étaient sortis plus forts. La vie reprit lentement son cours. Antoine commença une nouvelle année scolaire, se plongea dans ses études et se fit de nouveaux amis. David, encouragé par son thérapeute, recommença prudemment et très lentement à explorer le monde des rencontres, bien que, de manière compréhensible, il fut plein de doutes. 6 mois après le mariage avorté, tout changea à nouveau. Par un après-midi d'automne frais, le commandant Dubois apparut à la porte de David, l'air sombre. « Monsieur Martin, » dit-il tandis que David l'invitait à entrer, « nous avons retrouvé Émilie. » Le cœur de David se mit à battre plus fort. « Vous l'avez arrêtée » demanda-t-il d'une voix rauque. Le commandant Dubois secoua lentement la tête. « Non, monsieur. Je crains que nous l'ayons trouvée morte dans un motel près de Lyon. Il semble qu'elle ait mis fin à ses jours. » La nouvelle eut l'effet d'un coup de poing dans l'estomac de David. Il chancela et dut s'appuyer contre le mur. « Morte » murmura-t-il. Le commandant Dubois hocha la tête en silence. « Oui, monsieur. Elle était probablement là depuis plusieurs jours. Elle a laissé une lettre. » À cet instant, Antoine dévala l'escalier en courant, mais s'arrêta net en voyant le policier. « Papa » demanda-t-il avec inquiétude. David soupira de lassitude. « Antoine, mon garçon, viens ici. Il faut qu'on en parle. » Ils s'assirent dans le salon. Et le commandant Dubois exposa prudemment la situation, s'efforçant d'épargner à Antoine les détails les plus pénibles. Il s'avéra qu'Émilie, qui était en réalité Claire, fuyait la police depuis des mois, ayant toujours une longueur d'avance, mais la pression avait fini par être trop forte pour elle. Dans sa lettre d'adieu, dit doucement Dubois, elle a exprimé des remords. Elle a écrit qu'elle ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. David écouta, stupéfait, serrant Antoine dans ses bras, tandis que le garçon levait les yeux vers lui. « Tu vas bien, papa? » David esquissa un faible sourire. « Je ne sais pas, champion. C'est difficile à encaisser. » Après le départ du commandant Dubois, David et Antoine restèrent assis en silence sur le canapé. D'une voix basse, Antoine demanda « Tu penses qu'elle regrettait vraiment ce qu'elle a fait? » David soupira, abattu, passant la main dans ses cheveux. « Je ne sais pas. Les gens sont compliqués. Parfois, ils font de mauvaises choses et ne réalisent que plus tard ce qu'ils ont causé. Le plus important, c'est d'apprendre de tout ça et d'aller de l'avant. » La nouvelle de la mort d'Émilie apporta à la fois une forme de clôture et remua leurs âmes. Ils durent faire face à une multitude d'émotions complexes. C'est pourquoi ils suivirent ensemble une thérapie, ce qui renforça encore leur lien. Au fil du temps, la vie commença à reprendre un cours normal. David mit toute son énergie à être le meilleur père possible pour Antoine et savoura avec gratitude chaque instant passé avec lui. Il raviva également ses anciennes amitiés, reconstruisant le réseau de soutien qu'il avait failli perdre pendant sa relation avec Émilie. Antoine s'épanouit également, libéré du fardeau des secrets et des inquiétudes qu'il portait auparavant. Il devint de plus en plus ouvert à l'école, obtint d'excellents résultats scolaires et se passionna même pour les romans policiers, plaisantant souvent sur le fait qu'il avait déjà une longueur d'avance pour résoudre les mystères. Au premier anniversaire du mariage avorté, David et Antoine instaurèrent une nouvelle tradition. Ils préparèrent un pique-nique, se rendirent en voiture dans un parc national d'une beauté pittoresque et passèrent toute la journée à pêcher, randonner et discuter joyeusement. Assis au bord d'un lac aux eaux cristallines, regardant le coucher de soleil, David se tourna vers son fils. « Tu sais, Antoine, j'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé l'année dernière.
Antoine le regarda avec curiosité. « Oui ?» David hocha la tête, son regard reflétant la lumière dorée du soleil couchant. J'ai réalisé que même si Émilie a fait quelque chose d'horrible, d'une certaine manière, elle m'a fait prendre conscience d'une vérité importante. Que la relation la plus importante dans ma vie, celle que je ne dois jamais négliger, est juste ici, à côté de moi. Il tapota doucement la poitrine d'Antoine. « Nous deux, champions, on est une équipe, et rien ne changera jamais ça. » Le visage rayonnant, Antoine se jeta au cou de David. « Je t'aime, papa, » murmura-t-il contre la poitrine de l'homme. « Moi aussi, je t'aime, mon garçon, » répondit David, la voix étranglée par l'émotion. « Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Après avoir rangé leurs affaires de pique-nique et pris le chemin du retour, tous deux ressentirent comme une sorte de paix s'installer dans leur âme. L'année écoulée avait été remplie de trahison, de peur et de doute. Mais ces épreuves avaient soudé le père et le fils, les liant l'un à l'autre avec une force jamais vue auparavant. Alors que le crépuscule peignait le ciel de pourpre et d'orange, David et Antoine savaient avec certitude que quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble. L'histoire du petit garçon qui avait arrêté le mariage de son père devint un véritable exemple de persévérance, d'amour et de ce lien indéfectible qui peut exister entre un père et son fils. Elle rappela également aux gens que ce ne sont souvent pas les mariages de contes de fées qui apportent la plus belle fin, mais l'amour sincère et profond de notre famille. En arrivant à la maison, David jeta un coup d'œil à Antoine, endormi dans la voiture, et sourit avec gratitude. Bien que l'avenir réserve de nombreuses inconnues, une chose était certaine. Tant qu'Antoine serait à ses côtés, David pourrait faire face à tout ce que la vie lui réserverait. Et tandis que les étoiles apparaissaient lentement dans le ciel, David prit délicatement son fils endormi dans ses bras et le porta à l'intérieur de la maison, prêt à affronter avec lui les défis de chaque nouveau jour. Le courage et le sens de la justice d'Antoine n'ont pas seulement changé la vie de son père, mais ont également eu un impact sur toute la communauté. Il a montré que, quel que soit notre âge, notre audace et notre persévérance peuvent avoir une force immense. Les vérités qu'il a révélées ont guéri des relations humaines meurtries et ont rappelé à chacun que l'honnêteté et l'amour passent toujours en premier. Si l'histoire d'Antoine vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants et inspirants. Avant de partir, dites-nous, comment auriez-vous géré la situation à la place d'Antoine? Partagez vos réflexions dans les commentaires.